Bonsoir tout le monde, le sujet principal du jour, ça va être la future tendance sur la DeFi. Alors, je devrais dire future potentielle tendance, puisque je n'ai pas de boule de cristal. On va parler aussi de potentiel airdrop, donc si vous aimez les chasser, ça risque de vous plaire. Et comme toujours, on commence par les news, j'en ai un paquet pour aujourd'hui. On va commencer évidemment, tant qu'à faire, si vous ne me connaissez toujours pas, si vous ne savez pas, je fais des vidéos aussi sur YouTube, j'ai ma propre chaîne AZK Crypto et je fais vraiment du contenu autour de la DeFi. Si vraiment ça vous intéresse, je viens de sortir une vidéo comment devenir un Tchad sur la DeFi. Alors sur YouTube j'ai mis autre chose parce que je savais pas si le terme Tchad était ultra répandu ou pas, donc j'avais pas envie que la vidéo bite de trop. Mais voilà, je me suis pas mal investi sur cette vidéo. C'est vraiment une grosse vidéo que je vous ai sortie où je vous donne pas mal d'outils que j'utilise, qui me sont très utiles. Alors il y a Pika Protocol qui va lancer son token. Alors, je suis pas peu fier parce que il y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo et je vous en avais parlé aussi sur un live, c'était un sujet de potentiel airdrop. Alors, bon, malheureusement, ils vont pas faire un airdrop Pika, mais ils lancent quand même un token, donc je l'avais senti, enfin, vraiment, je triche un petit peu en disant je l'avais senti parce que je l'ai mis dans ma vidéo, donc c'est quand même, parmi tous les projets que j'avais sous mon radar, un dans lesquels je croyais le plus, mais sur les 5 de la vidéo, c'est clairement celui dans lequel je croyais le moins, et pourtant c'est eux qui lancent leur token. Alors ça se passe un petit peu comme le suit, si jamais vous avez utilisé le protocole, que vous avez des liquidités dessus, etc., en fait vous êtes éligible à la whitelist. On s'en fout de tout ça. Alors, non, il y a quand même un petit truc intéressant, c'est les tokens qu'il y aura au tout début. Il y a 19% de la supply. Pour titre de comparaison, Arbitrum, c'était genre 10%, je crois, et Optimism, c'était 5%. Donc, Pika, c'est vraiment un petit protocole, honnêtement, donc je m'attends à pas grand-chose de sa part. Mais déjà, niveau tokenomics, un chouïa mieux, en termes de cryptos qui sont lancés comme ça avec une prévente. Ça va. C'est pas les pires tokenomics que j'ai vus, c'est pas si mal. Ce sera le 23 mai à 2h de l'après-midi UTC, donc en France c'est 16h si je dis pas de bêtises, et ça se termine le 26 mai à 16h aussi. Le prix de début c'est 0,0002 Ethereum, plus autour de 36 centimes, 40 centimes. Voilà, dans ces eaux-là, ok, pourquoi pas. Ça donnerait un projet avec une market cap de 7 millions et de 37 millions de fully diluted value. Je sais pas, ça me paraît quand même pas mal déjà pour Pika parce que c'est vraiment un petit protocole de la DeFi, je trouve. Quelqu'un a dépensé plus de 100 000 $ pour passer une seule transaction sur Ethereum. Alors à première vue ça a l'air débile, il y a pas mal de gens qui sont moqués sur Twitter. Il y a aussi pas mal de gens qui ont relevé que c'était plus compliqué que ça l'histoire, dont moi j'en ai fait un thread carrément. Et je vais vous expliquer pourquoi c'était un petit peu du génie ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu faire dans cette transaction? Eh ben il a tout simplement acheté un token qui s'appelle FOR, donc 4 en anglais. Pour le coup, inconnu au bataillon, a priori c'est un shitcoin. Quand on va retracer l'adresse justement qui a passé cette transaction, on peut voir qu'il a déjà fait plein de transactions sur Ethereum, donc déjà il sait mettre des frais normaux, ça faut quand même le noter, et surtout il n'en est pas à son coup d'essai avec les shitcoins, puisque là on peut voir qu'il a investi 0,75 Ether sur le PPINU et il a récupéré 0,66 Ether, donc une perte de quasiment 0,1 Ethereum avec les frais de transaction. Pas terrible. En dessous, on a un autre cas pas mal. Il avait investi plus d'un Ethereum parce qu'on voit pas la transaction juste avant, donc 1,1 Ethereum sur le token Harold. Il a récupéré 0,25 Ethereum. Encore une fois, sacrée perte, ça fait assez mal. Et un autre que j'avais mis où là il a mis 0,25 Ethereum, il a récupéré 0,04 Ethereum à peu près. Je suis gentil, j'arrondis au-dessus. Évidemment, dans le lot, il y a 2-3 alts sur lesquels il a pu récupérer genre 15-20 balles, mais vraiment, il a fait aucun gros coup avant celui qu'on va voir juste ici, le FOR Ethereum. Donc ça c'est la pool sur Uniswap. Donc il a acheté ce token sur Uniswap, mais il y a un truc un petit peu suspect, c'est que au moment où j'ai fait les screens, regardez l'âge de la pool, à quel moment elle a été créée. Donc c'était il y a 3h49 par rapport à mon screen, et sa transaction elle a été faite il y a combien de temps? 3h49 par rapport, encore une fois, à mon screen. C'est quand même un drôle de hasard. Soit il a vraiment beaucoup de chance, il a réussi à acheter une crypto qui venait d'être listée, etc. Soit il se passe quelque chose, le gars a carrément créé cette crypto, a priori j'ai pas retrouvé les transactions sur son wallet, donc c'est pas lui, mais en tout cas il connaît forcément la personne, si c'est pas lui avec une autre adresse, qui a créé ce token. Peut-être que non, peut-être que, je sais pas, on peut laisser planer le doute. Alors là j'ai fait une petite faute, c'est pas 142 Ethereum qui ont été investis, c'est 148,
puisqu'il y en avait 64 dans les frais, et il a acheté du fort pour 84 Ethereum, hein, parce qu'on parle des frais de transaction, mais il a aussi fait quand même une belle transaction. Hein. Il a acheté un shitcoin pour 84 Ethereum. Voilà, dans la manœuvre, il a investi à peu près 250 000 $ environ, honorable, hein, très bien, tant mieux pour lui. Mais actuellement, alors c'était au moment de mon screen, on va aller voir, tiens, actuellement ce qu'il est devenu, ça vaut 1 million de dollars sur le moment du screen, c'est ouf, c'est monté à 1 million de dollars, peut-être même un peu plus, j'imagine que c'était pas le top extrême. Petite conclusion que j'ai fait assez rapide, mais pourquoi il a dépensé autant dans les frais? Bah, tout simplement pour que les gens en parlent, et ça marche, ça a beaucoup été relayé sur Twitter, et je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas été creusés plus loin tout simplement. Alors évidemment, c'est pas intelligent de faire pareil, parce que c'est vraiment quand on arrive le premier sur une connerie qu'on va réussir à attirer de l'intérêt. Vous voyez, si là, il y a plein de gens qui se mettent à faire des transactions à 50, à 100 Ethereum, ils vont juste faire des transactions essentiellement chères. Les gens, ils vont pas les s'intéresser à toutes ces transactions chères. Ça y est, ça a été fait une fois, c'est marrant une fois, on va s'arrêter là. Spoiler, j'ai déjà refait un tweet par rapport à ça parce qu'il a vendu une partie des tokens qu'il a achetés, il s'est remboursé en fait. D'ailleurs, on va récupérer son adresse juste ici et on va aller sur dbank.com pour aller voir clairement ce qui se passe là-bas. C'est redescendu un petit peu par rapport à mon screen, vous voyez, il a 920 000 $. Mais ça a bien changé, Il a 295 Ethereum maintenant. Bon, mon screen, il avait 20 Ethers si je dis pas de bêtises. Vous voyez, 20 Ethers. Il en a dépensé 148. Donc 20 plus 148, ça fait 168 Ethereum. Sauf que là, il n'en a pas 168, il en a 295. Ça fait 127 Ethereum de plus-value. Il est quasiment à un x2. Ça vaut le coup. Alors, tant mieux pour lui. Moi, évidemment, je vous déconseille de toucher à ce genre de truc. L'image du token a déjà changé depuis hier. C'est assez fou comment ça va vite. Mauvaise news, du coup, pour un protocole qui s'appelle Deus. Alors, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont un stablecoin qui s'appelle le DEI, D-E-I. Voilà, à peine copier le nom, mais c'est pas très grave, ça à la limite, on s'en fout. Et voilà, ce qu'il faut regarder, c'est le graphique. Ça vend pas du rêve. Alors, il y a des gens qui en ont acheté à 9-10 centimes. Oui, évidemment, il y a forcément 2-3 andouilles qui ont réussi à se faire un billet là-dessus. Et ça m'est déjà arrivé de me faire un billet là-dessus sur ce genre de projet qui s'écroule d'un coup. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore un petit peu de collatéral ou quoi, donc il n'y a pas de raison que ça tombe aussi bas. Le dernier petit projet qui est tombé comme ça, c'était USDC par exemple, je sais pas si vous en avez entendu parler, alors que il n'y avait pas de raison derrière, même s'il y avait des pertes. D'ailleurs, ça s'est avéré qu'il finalement il n'y avait pas de perte du tout, mais même s'il y avait des pertes, ça justifiait pas qu'il tombe en dessous de, je crois, 95 centimes. Parfois, la foudre peut tomber 2 fois au même endroit. Et sur la DeFi, j'ai vu plus d'une fois des projets qui, quand ils arrivaient à se relever, ils avaient soit un autre hack, soit un autre problème qui est arrivé. Pour ceux qui ont connu toute la hype de 2021, on a eu Pancake Bunny. Alors eux, il y a eu sur tous leurs protocoles, parce qu'il y avait la version Polygon, il y avait Qubit aussi. Eux, au total, ils ont dû avoir 4 ou 5 exploits. Pour ceux qui l'auraient raté, si jamais vous avez eu l'airdrop d'Arbitrum, vous êtes éligible à plusieurs airdrops. Alors dans le lot, c'est plein de shitcoins qui maintenant valent plus grand chose. Mais on a lui, le Arbdoge, qui vaut quelque chose. Alors au moment où je l'avais récupéré, c'était à 10 $, même 20 $ je crois. Je crois que pendant un moment, la valeur de cet airdrop était montée à 100 $. Cool, franchement c'est cool, n'hésitez pas à le récupérer, hein, ça vous coûte rien, vous allez sur arbdoge.ai. Au passage, si vous utilisez un MetaMask, vous pouvez vous assurer, enfin pas à 100% on va dire, mais déjà vous aurez un meilleur a priori de vos transactions grâce à une petite extension qui s'appelle Pocket Universe. J'en ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne, mais franchement il n'y a pas besoin d'aller voir la vidéo, hein, c'est très simple, vous le mettez. Et en fait à chaque fois que vous faites une transaction, bon c'est disponible que sur quelques réseaux, mais à chaque fois que vous faites une transaction, ça va vous dire en fait, ça va la simuler, ça va vous dire plus clairement ce que vous êtes en train de faire. Évidemment, je vous déconseille très fortement d'acheter les tokens respectifs de ces deux projets, hein. C'est des purs shitcoins. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi je suis pour l'instant plutôt neutre face à ça. Le développeur Bitcoin Luc Dash Junior, à mon avis ça se prononce pas comme ça, mais allez, Dash Junior tente de mettre un terme au protocole Ordinals et à la folie des meme coins sur le réseau Bitcoin. Il y a quand même un avantage, en tout cas à court terme pour Bitcoin, c'est les frais, où on va regarder plutôt la moyenne sur les dernières 24 heures, c'est mieux. Il y a eu 937 Bitcoin de reward, donc ça c'est les blocs reward, hein. Chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné, il y a 6,25 Bitcoin de récompense. Il y a le système de halving, etc. Ça je pense que vous le savez. Donc bientôt ça passera à 3,125, etc. Et en récompense, il y avait 500 bitcoins dans les 24 dernières heures. Alors
Bon, c'est 2 fois moins que les block rewards, mais c'est quand même énorme. C'est hyper rare qu'on ait des journées aussi élevées en termes de frais. En tout cas, c'était pas arrivé depuis très longtemps. D'ailleurs, je sais même pas si c'était arrivé. Si, ça a bien dû arriver quand même en 2017-2018, tout ça, mais voilà, du coup, les transactions sont chères sur Bitcoin. Ça, c'est un des points un peu rouges. Mais surtout, il y a un truc avec ce genre de transactions, c'est que quand vous allez acheter du shitcoin ordi, etc., vous allez faire une transaction avec plus d'informations dedans. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas ça le plus gros problème. Ça va être plus au niveau de la RAM. Il faudra des machines de plus en plus puissantes, en fait, pour faire tourner un nœud Bitcoin, mais aussi des machines qui ont besoin de plus en plus de stockage. Parce que de toute façon, on ajoute des blocs à chaque fois, donc c'est de la mémoire, etc. Mais là, les blocs qui en ce moment, c'est des blocs qui sont beaucoup plus remplis que d'habitude, entre guillemets. C'est cool d'un côté, hein, c'est bien. De toute façon, ils peuvent être remplis à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Je sais pas trop. Mais voilà, à long terme, ça peut peut-être causer des soucis sur le réseau Bitcoin pour ce qui va être de sécuriser le réseau. DeFi Llama, vous lancez des RPC. Les RPC, c'est tout simplement ce qui fait le pont entre votre portefeuille et la blockchain pour passer les transactions. Et alors, je sais pas comment c'est possible, mais a priori, vous pourrez être payé en utilisant leur RPC. Et en plus de ça, vous serez protégé des attaques MEV. Alors, les attaques MEV, c'est des bots qui vont venir faire un achat et une vente avant et après vous. Simplement, si vous voulez acheter un shitcoin, par exemple, sur la DeFi. Ah, c'est lui. Vous voyez, il fait beaucoup de transactions. Enfin, cette adresse fait énormément de transactions. Et souvent, on voit les mêmes quantités qui se répètent. Ici, il a dépensé 200 Ethereum pour acheter du FOR, token 4. Et il a tout revendu... la même seconde, vous voyez, pour 200,18 Ethereum. Alors, ce qu'on voit pas, parce que j'ai filtré avec juste cette adresse, c'est qu'entre deux, il y a quelqu'un qui en a acheté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bot voit qu'il y a une transaction qui est ajoutée dans la file d'attente des blocs. Il va payer un petit peu plus cher sa transaction, je synthétise bien évidemment, pour pouvoir passer avant le gars qui veut en acheter. Qu'est-ce qu'il va faire le bot? Il va en acheter aussi. Comme ça, le gars qui voulait acheter de base, il va pouvoir faire monter le prix pour le bot. Et le bot, ensuite, il va finir la boucle. Il va vendre derrière le gars. Donc, c'est vraiment en fait une réorganisation des transactions dans le bloc. C'est pour parler avec des termes un petit peu plus techniques. Mais voilà, typiquement, quelqu'un veut acheter. Il y a un bot qui va acheter avant vous et vendre après vous. Et comme on est sur la blockchain, on a un système un petit peu dynamique, entre guillemets. Dès que vous achetez une crypto, son prix, elle augmente un tout petit peu. Enfin, ça dépend de la valeur que vous allez dépenser. Donc voilà, il y a des bots qui achètent, qui vendent après vous. On peut se protéger de ça en utilisant certains protocoles ou a priori certains RPC aussi. Alors bon, il y a quand même une petite contrepartie à ça, c'est que vous pouvez vendre légèrement en dessous du prix du marché parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie entre guillemets de faire la transaction en même temps que vous. Si j'ai bien compris, c'est plus compliqué que ça, mais on va essayer de synthétiser un petit peu. Et là, si je veux acheter du Bitcoin par exemple sur Polygon, je peux passer par le mode fusion et vous voyez, ça me coûte 0 frais. Alors sur Polygon, en vrai, c'est pas si grave de payer les frais de transaction, mais ce qui est craqué, c'est qu'on peut le faire sur Ethereum. Alors quand la blockchain elle est congestionnée comme elle l'est en ce moment, ça fait plaisir. Pour terminer vite fait ce chapitre avec Bitcoin, il y a un mème qui était un peu innocent, mais qui en fait est peut-être un peu plus profond que ça. Mineur de Bitcoin avec un BTC à 28 000 $. Ok, pourquoi pas, mais quand on voit les transactions qu'il y a en ce moment, ça donne plus envie de sécuriser le réseau Bitcoin. Alors évidemment, c'est peut-être un truc qui pourrait faire pression aussi pour que le prix du Bitcoin ne monte pas forcément. Les mineurs, pour être rentables en ce moment, ils s'en foutent que le Bitcoin il soit à 28 000, à 26 000, à 24 000 même. Il y a tellement de frais en ce moment autour des ordinals que ça génère tellement de trafic que pour l'instant, on n'a pas forcément besoin d'avoir un Bitcoin qui augmente. Petite vidéo très sympathique de Loopify qui a fait une vidéo pour vous montrer comment speedrunner une création de meme coin. Alors bon, évidemment, si vous n'en avez jamais créé, ça va être un petit peu plus long, mais vraiment c'est devenu ultra simple de lancer une crypto sur une blockchain. Alors c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau, mais voilà quand même. Là, il nous a speedrunné ça en 27 secondes, donc
c'est un petit peu tous les fondamentaux qu'il y a derrière PP par exemple, hein. C'est 27 secondes, voilà, c'est un speedrun. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours pour continuer dans les shitcoins, du coup, il y a Yoda la semaine dernière qui était encore un shitcoin qui avait pump. Alors il n'y a pas beaucoup hein, qui ont été volés entre guillemets. Il y a 30 Ethereum, c'est quand même déjà pas mal, hein, n'hésitez pas. Hein, ils se sont barrés, enfin ils ont fait un rug pull, donc ils ont vendu un gros paquet de tokens qu'ils avaient gardé dans leur musette. Le compte Twitter a été fermé, etc. C'était vraiment un pump and dump assez marrant parce que, enfin marrant, dans le sens où ils ont fait énormément de bots sur Twitter. Le dollar Yoda s'était monté en tendance, il y avait 500 000 tweets autour de ça, donc à mon avis ils ont botté à mort le truc pour que y ait des gens qui tombent dessus et qui aillent en acheter. Enfin, faites attention. Quand vous voyez une crypto en tendance sur Twitter, de toute façon, ne vous mettez pas dessus. Bon, si c'est Bitcoin, Ethereum, bien sûr, voilà. Mais si c'est un shitcoin que vous ne connaissez pas, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller en acheter. Et bon, toujours dans la même veine, c'était cette semaine, si je dis... Non, c'était encore la semaine dernière, c'était sur Solana, le meme coin Coq. Pareil, les développeurs, enfin, ou le gars qui a lancé le token, a vendu une grosse quantité, il est parti avec les liquidités. On continue, Justin Sun, j'avais fait un sujet de live sur Justin Sun, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un sacré personnage et il se vante un petit peu des derniers listings sur UOB. Alors, dans l'eau, il y a quasiment que des shitcoins. Osmo, pourquoi il a fait une aussi bonne performance? Je sais pas. C'est le seul un petit peu... voilà, je ne sais pas trop. Et SUI, alors plus 13 000%, c'est clair que quand tu le listes à 1 centime ou 0,1 centime, le truc il va faire plus 10 000%, puisque c'était un très gros projet, c'était sûr qu'il allait être valorisé à 1 milliard, etc. Enfin, rien qu'en levée de fonds, il y avait plusieurs centaines de millions de dollars derrière. Donc, quand il y a une crypto généralement qui est listée sur les launchpads, etc., sur Binance, tout ça, c'est pas du tout pertinent de voir le pourcentage au lancement parce que c'est toujours un petit peu manipulé entre guillemets. Enfin, le truc est listé à un prix ultra faible. C'est comme si d'un coup je crée une plateforme d'échange, je listais du Bitcoin à 1$, bah boum, d'un coup ça va se rééquilibrer, il va atteindre, on a combien là, 27-28 000 $. Voilà, du coup je pourrais dire qu'il a fait plus, je sais pas combien de pourcents. La BCE qui a fait des pubs sur Insta récemment, c'est chaud quand même qu'une banque centrale doit faire de la pub pour sa propre monnaie. Pour moi, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, que tout ne va pas si bien pour eux. Après, c'est que mon avis. Surtout avec ce slogan quoi. La stabilité, c'est notre métier. On va aller voir un instant le graphique de l'euro contre le dollar. Alors la stabilité, c'est notre métier, c'est notre devoir, machin truc. Je connais des cryptos qui sont plus stables que ça. Hein. On va regarder depuis le maximum. Et vous voyez, euro, il a fait moins 99% contre Bitcoin depuis 2015. C'est chaud. Franchement, c'est chaud de ces sauts. C'est pas terrible hein, pour l'euro. Hein. Et même si on regarde depuis 5 ans, moins 72%, moi j'appelle pas ça de la stabilité. Hein. Bien sûr, évidemment, c'est un petit peu triché de comparer au Bitcoin, mais c'était tentant. C'était tentant. Allez, 2 petites news pour terminer. Curve qui ont lancé enfin leur stablecoin CRV USD. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Pareil pour AAV, mais eux, c'est pas encore lancé. J'en ai pas plus entendu parler que ça pour l'instant du CRV USD, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je suis pas spécialement hypé ou quoi que ce soit, même par le stablecoin de AAV, honnêtement, on verra bien. Et voilà, pour terminer, dernière petite news, Haribo qui enregistre son nom en tant que marque pour des médias vérifiés par NFT, avatars digitaux, etc. Donc Haribo, c'est pour la vie, pour les NFT et les petits, vous en faites ce que vous voulez, on verra bien ce que ça va devenir, mais j'aime toujours terminer sur une petite note assez sympathique, assez rigolote. Un dernier petit truc aussi, si jamais vous avez du token Pendle, alors j'ai pas bien compris si c'était sur Arbitrum, sur Ethereum ou sur les deux réseaux, mais il y a MacPie qui est un protocole qui vient par-dessus d'autres protocoles. Et ben ils ont lancé une nouvelle version de leur protocole qui s'appelle PenPy, qui vient par-dessus Pendle. Et pour l'instant, si vous convertissez des tokens Pendle en MacPy Pendle, donc en M-Pendle, c'est très compliqué. Alors là, les néophytes, ils sont en PLS, ils n'ont rien compris. Mais en gros, voilà, vous avez du token Pendle, vous pouvez le convertir en M-Pendle et avoir des intérêts de zinzin. Alors les intérêts, ils vont être dans le token PNP, donc token de PenPy. Vous voyez comment il va être distribué, etc. À mon avis, au début, il va bien dump sa race.
hein, pour dire les termes. Faites attention à ça. Mais bon, voilà, il y a moyen quand même, je pense, de faire des intérêts dessus, mais n'allez pas acheter du Pendle pour ça. Je pense que c'est bien si vous en avez déjà. Le souci avec le M-Pendle, c'est que je sais pas si c'est un token comme le Matic Staké par exemple, vous pouvez récupérer le sous-jacent, ou si c'est comme le PLS Arbitrum dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, où vous pouvez pas récupérer le sous-jacent. Et là en ce moment pour le PLS Arbitrum, c'est pas terrible si on regarde en dollars, parce qu'il se pète la gueule, hein, vu qu'il suit le cours de l'Arbitrum. Mais s'il suit le cours de l'Arbitrum, ça va aller, il est relativement stable. Et un autre petit cadeau, c'est le protocole TimeSwap, qui pareil n'a pas de token, qui pour moi pourrait potentiellement faire un airdrop, et dessus vous pouvez venir apporter des liquidités. En fait c'est un AAV sans oracle. On va retrouver un petit peu le concept de double investissement dessus, mais ça a l'air plutôt sympathique. Pour l'instant j'ai pas beaucoup creusé le truc, j'ai juste déposé des liquidités pour tester un petit peu. Là on peut voir qu'il y a un rendement de zinzin, de fou furieux sur l'USDC, mais c'est parce que c'est un truc qui a à terme dans 5 jours. Donc vous allez faire des intérêts que sur 5 jours. Donc voilà, si je dépose, j'en sais rien moi, 100 $, je vais faire quoi, 30 centimes? Ah non, 1 $ d'intérêt, j'étais médisant. 1 $ d'intérêt quand même. Si je dépose 10 000 $, 85 $ d'intérêt. Voilà, bon après c'est un risque, hein, parce que si le token Arbitrum il vient en dessous de 1 $, je vais récupérer des tokens Arbitrum à la place. C'est disponible aussi sur Ethereum et Polygon. Je crois que sur Polygon, les paires elles sont pas très intéressantes. Bref, on a bien parlé. On a vu pas mal de choses pour ce soir. Allez, je vous embête pas plus. Passez une bonne soirée, bonne nuit, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Salut tout le monde.